bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Cette histoire d'agression à Bordeaux qui a eu lieu le lundi 19 juin, on va en parler aujourd'hui avec toutes les précautions nécessaires. Vous allez voir une fois de plus de l'huile essentielle de juste milieu. Ah vraiment, vous allez voir parce que cette affaire m'inquiète, m'intrigue, me désole et est en train de renverser un petit peu le traitement de ce genre de drame qui arrive en France où on assiste à quelque chose de nouveau. Et je dis ça, c'est pas pour l'effet de manche, hein, les amis. Je suis tout à fait sérieux. Alors, tout est en source, vous vous doutez bien, voilà. On va décortiquer un petit peu tout ça, on va décortiquer cette affaire, à la fois les faits, sans s'apesantir dessus, parce que je serais de mauvaise foi, alors qu'après l'attentat d'Annecy, je vous avais dit, attention, la proximité d'avec les événements empêche d'avoir un recul sérieux sur les faits, sur tout ça. Là, on a des faits qui sont peut-être plus cadrés, qui sont peut-être un petit peu plus clairs, encore que on va passer rapidement sur les faits parce que voilà, on a deux victimes aujourd'hui qui sont encore, on l'imagine, sous le choc, à qui on peut envoyer tout notre soutien, bien évidemment. Alors, les faits, on les rappelle gentiment, vous le savez. Hein, une dame de 73 ans qui a été agressée chez elle, un homme qui a tenté de s'introduire chez elle en présence de sa petite fille de 7 ans. Au départ, on a parlé d'une tentative d'agression, une tentative de vol, et vous allez voir que tout cela est bien plus compliqué. On a déjà des éléments qui émergent dans les médias concernant le profil hein, de l'agresseur. Donc, je vous montre un article là de Rue 89 qui est sorti dans la foulée. Donc l'agresseur est né à Bordeaux le 12 juillet 1993. Alors n'en déplaise à certains, il est français. Le mis en cause est connu des services de police et de la justice avec 15 condamnations à son casier judiciaire, principalement des infractions au code de la route ou à la législation sur les stupéfiants. 15 condamnations déjà. Retenez bien cet élément parce qu'il est important sur la suite. Donc, sur les faits, comptez pas sur moi pour dire ah ouais, mais en fait, c'est un Français, mais il avait la peau noire, mais je sais pas quoi et tout. Laissons ça à d'autres. Et de toute façon, on va reparler de cet aspect-là, qui pour moi, d'ailleurs, globalement, ça n'est pas le sujet une fois de plus, parce que je préfère lâcher le morceau tout de suite. Je pense que dans la dynamique médiatique, on est face à une nouvelle affaire Lola. Et c'est sur ça que je veux développer, c'est sur l'aspect médiatique et politique de cela, parce que les faits, eux, sont indiscutables et indubitables. Donc, tout de suite, on va aller dans le vif du sujet parce que l'escroquerie de la récupération politique a encore frappé. Hein. Récupération politique is the new complotiste. Hein. Ça y est, j'en ai plein le cul, comme on dit. Hein, comme disait mon cousin proctologue, j'en ai plein le cul de ce terme de récupération politique qui n'a absolument aucun sens. On va mettre les points sur les i, les barres sur les t, les queues sous les p. Hein. Et vous voyez là ce que vous voulez, parce que ce terme-là est en train de s'imposer dans les médias et c'est une véritable escroquerie intellectuelle. On va prendre le temps de tout découper, de tout regarder, parce que déjà, de manière extrêmement basique, de manière terre à terre, sur le sens même des mots, tout est récupération politique. À partir du moment où on communique, on s'exprime sur un événement. On l'a déjà dit hier, mais je le redis, la politique, c'est l'art de gérer la cité avec un C majuscule. Donc, quand une femme politique ou un homme politique commente un événement qui se déroule dans son pays, il commente un événement qui se déroule dans son pays. Point. Il n'y a pas de récupération politique. C'est absurde de dire cela. D'autant que c'est absolument ridicule parce que vous avez le rôle du politicien qui va commenter et donc celui qui va commenter le politicien qui commente pour lui dire ah mais c'est de la récupération politique. Tout le monde se renvoie la balle avec un argumentaire complètement bidon qui n'a pour seul avantage que de laisser passer les faits et d'empêcher les gens de regarder les faits pour ce qu'ils sont. Euh, En gros, la récupération politique est clairement une paire de lunettes floues qu'on fout sur les yeux des gens, et pour dire oui, oui, non, mais en fait, il s'est passé un drame absolu, mais c'est de la récupération politique d'en parler. Mais à quelle heure, en fait? À quelle heure? C'est bidon. Ça n'est pas parce que vous parlez d'un match de foot que vous êtes nécessairement un joueur de ce match. C'est ridicule. Donc, que ce soit Libération, Zemmour, Roussel, le pouvoir en place, quand chaque parti politique, quand chaque personnage politique parle de ces événements-là, il parle de ces événements-là
Point. Et bien évidemment que, de par l'origine politique des personnages qui s'expriment, on a tout de suite une grille de lecture qui est différente. C'est évident. Quand Marine Le Pen parle de ce qui s'est passé hier, elle va mettre en avant l'insécurité en France, alors que quand la gauche le fait, notamment Libération, elle va mettre en avant le côté c'est un vol à l'arraché comme il s'en passe tous les jours en France. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, c'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule. C'est une fausse grille de lecture qu'on plaque devant la tête des spectateurs en leur faisant croire que s'ils s'intéressent à ces événements-là, s'ils cherchent les causes du pourquoi, du comment de tels drames peuvent arriver en France, c'est de la récupération politique. Donc ça, c'est de la cagolerie, c'est fait, on va pas faire 2 minutes là-dessus. C'est une connerie médiatique, c'est une connerie politique, point. On continue parce que pour moi le problème n'est pas du tout là. La récupération politique, si vous voulez, c'est un premier, comment dire, un premier piège qu'on va mettre sur la route de ceux qui veulent s'intéresser à ces affaires. Donc ça dégage. Deuxième point sur cette affaire de Bordeaux qui m'intéresse et que je voulais décrypter un petit peu avec vous, c'est très vite on a vu paraître, et je vous montre l'article, notamment chez le Huffington Post, on a pu lire cela: après l'agression de Bordeaux, la famille indignée par la récupération politique, la violente agression d'une septuagénaire et de sa petite fille de 7 ans devant le domicile familial a provoqué une vague d'indignation politique. Alors, il faut rappeler sur cet élément-là, que tout provient d'un communiqué de l'avocate de la famille, maître Nadège Pain, un communiqué publié ce mardi 20 juin. Donc c'est un communiqué où elle s'exprime en tant qu'avocate de la famille et pas en tant que la famille. Je joue sur les mots, mais déjà c'est important. Ensuite, euh, il y a la question de l'utilisation des images. Là aussi, on va y revenir, effectivement. Hein, dans le communiqué, on peut lire. D'ailleurs, on a une formulation. Hein, la famille des victimes dénonce également l'utilisation médiatique des images sans son accord explicite et sans le moindre respect pour l'identité des victimes ou leur vie privée. Euh, Ce communiqué, pour moi, émane de l'avocat. Donc déjà, c'est pas très clair. De l'avocate, en l'occurrence. Euh, et on a donc voilà, Maître Nadège Pain dans son communiqué. Donc vous voyez déjà, le traitement médiatique n'est pas clair. On a par moment des formulations la famille des victimes dénonce également, et par moment des formulations Maître Nadège Pain dans son communiqué. Enfin, ajoute Maître Nadège Pain dans son communiqué. Et donc, Maître Nadège Pain, parce que pour moi c'est elle qui l'écrit, elle dit également: il est parfaitement indécent de se servir de ce fait divers pour évoquer une origine ethnique ou de justifier des réformes pénales ou migratoires. La justice doit se rendre sereinement en son temps dans les tribunaux et n'est pas sur les plateaux ou les réseaux sociaux. Alors, merci Maître Pain, c'est vrai que ça on était au courant. Maintenant, une fois que ceci est dit, il faut se creuser la caboche. Si on s'excite sur la notion d'instrumentalisation et de récupération politique, que fait cette avocate en s'exprimant au nom de la famille, dans un communiqué où on commence à parler voilà, hein, de faits divers pour évoquer une origine ethnique ou justifier des réformes pénales ou migratoires? Je crois que le sujet n'est pas là. Et si on va au bout du raisonnement médiatique bidon, n'est-ce pas là une instrumentalisation des propos de la famille et des volontés de la famille? Donc c'est là où je vous dis que si tout est instrumentalisation, plus rien ne l'est. Donc je ne vais pas utiliser cette grille de lecture, elle est bidon. Mais par contre, il faut s'intéresser à qui est Maître Nadège Pain. Parce que moi, je me suis dit, bon, ben, l'affaire se passe à Bordeaux, la famille habite à Bordeaux, c'est un cabinet d'avocats du coin. Pas du tout, pas du tout. Le cabinet de Nadège Pain hein, est du côté du 16e arrondissement à Paris, rue de la Pompe exactement. Donc c'est un cabinet parisien qui vient s'occuper d'une affaire à Bordeaux, avec un communiqué qui sort le lendemain de l'agression. Bon, peut-être que c'est monnaie courante dans le monde juridique, vous connaissez la maison, dubitationnisme avant tout, je vous donne juste l'élément. Mais j'ai continué à creuser, parce que si la récupération politique est si effrayante comme ça et qu'il faut être extrêmement prudent, en cherchant un petit peu, on se rend compte que Maître Nadège Pain est signataire d'une tribune, enfin d'une lettre ouverte en tout cas, adressée à Emmanuel Macron, en date du 3 juin 2020, et le thème était en finir avec la surpopulation carcérale. Alors on peut retrouver le nom de Nadège Pain, numéro de signature 446, hein, ici. Euh, et ce qui est intéressant dans cette tribune, pour apparemment quelqu'un qui rejette la récupération politique, qui rejette tout cela, ben c'est que cette personne signe une tribune avec des personnalités politiques assez marquées. Esther Benbassa, Hugo Bernalicis, Rokhaya Diallo, et, surprise générale, Éric Dupond-Moretti. Qui l'eût cru? Ah, bon, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Mais juste pour rappeler que les avocats ne sont pas les symboles de la neutralité politique et que les avocats aussi ont des opinions et des couleurs politiques. Et en l'occurrence, quand Maître Nadège Pain s'appuie sur le dos de la famille en disant surtout pas de récupération politique, il faut quand même rappeler
de quel horizon politique provient Nadège Pain. Donc, Maître Nadège Pain, pardon. Donc ça c'est clair. Ça déjà, voilà, c'est un élément que j'aimerais bien rappeler quand même, parce que ça ne fait que renforcer l'escroquerie de cette notion de récupération politique, mais on va y revenir. Alors, on continue parce que vous vous doutez bien que dans le monde politique, ça a été une véritable bagarre, hein. Pas de récupération politique, mais tout le monde en a parlé pour défendre de toute façon sa position, à commencer par le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, qui lui nous a dit ceci. Pas hurler avec les loups, je pense que c'est la solution de facilité. Tiens, je pense à l'instant précis, je vous dis ça, ce que dit Boris Cyrulnik, que dans cette salle, j'ai pu décorer la médaille de Bordeaux il y a quelques semaines, et Boris Cyrulnik dit quand on hurle avec les loups, on finit par se sentir loup. Et parfois, certaines réactions me font penser que Boris Cyrulnik a parfaitement raison dans ce diagnostic. Donc je ne hurlerai pas avec les loups ce matin, je ne chercherai pas des boucs émissaires. Les réponses à apporter, disais-je, sont compliquées, sont complexes, à Bordeaux comme ailleurs. Nous y travaillons sérieusement. Voilà, donc cela, par exemple, ça n'est pas de la récupération politique. De l'autre bord politique, on a eu Éric Zemmour, je vous le dis pêle-mêle, hein, qui lui a tweeté « Quelle horreur, Bordeaux aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont fait de notre pays français, réveillez-vous ». Marine Le Pen nous a dit « Ces agressions sont devenues quotidiennes et l'insécurité aggravée par le chaos migratoire devient endémique ». Je vous donne des réactions de tous bords, hein, pour montrer que la récupération politique est bien évidemment une enculerie médiatique et que tout le monde, comme je l'ai dit, je radote, hein, mais tout le monde, à partir du moment où il s'exprime, est dans une situation de commentaires sur les événements, donc potentiellement coupable de récupération politique. Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, eux, nous ont déclaré ceci. De commenter une affaire quand la justice est saisie. La justice est saisie, vous le savez, le procureur de la République a communiqué, et c'est le seul commentaire que je peux dire que nous sommes autorisés à faire sur ce dossier. Nous avons, je pense, une pensée très forte pour les victimes, et ça, je peux le dire, les images que nous avons vues sont absolument insupportables. Voilà, donc absolument insupportable, bien évidemment. Je vous disais tout à l'heure, hein, là on a devant nous hein, comment dire, les laurels et hardis de la justice et de la sécurité en France. Rappelons quand même que les deux messieurs que nous venons de voir, l'un est mis en examen, l'autre est ministre de l'Intérieur, enfin ministre de la Justice avant tout, Éric Dupond-Moretti, mais l'agresseur, on l'a dit tout à l'heure, 15 condamnations à son casier judiciaire. Et Gérald Darmanin vient se présenter devant les caméras, la mine grave, hein, une sorte de cocker qui aurait paumé ses testicules, et qui dit non, quand même, c'est pas bien. Ce qui s'est passé, c'est insupportable. Disons que ça n'est pas la honte qui les étouffe. Gérald Darmanin est toujours là. Regardez quand même le bilan du monsieur. Ça confine au Guinness Book des records. Sincèrement, tous les scandales liés à la justice et à la sécurité en France qui se sont passés, le monsieur est toujours là. Donc à aucun moment, vous ne voyez ces gens dire effectivement, putain, peut-être que il aurait fallu mettre en prison ce monsieur ou autre. Donc, on a ça. On a quoi d'autre comme réaction? Je vous ai mis. On a un député de la Gironde LREM, Thomas Cazenave, hein, qui lui a dénoncé, je cite, les amalgames nauséabonds et les réactions teintées de racisme et de xénophobie. Ah, ça a le mérite d'être original. Et sinon, du côté de la République En Marche, on a eu Sacha Houlier, lui qui est président de la commission des lois, me semble-t-il. Et il y a eu une petite séquence. Alors, pareil, lui s'est pris les pieds dans le tapis, mais avec la certitude du premier de la classe et avec la carte LREM. Donc, ça n'est pas de la récupération politique, naturellement. Sur une grand-mère avec sa petite fille à Bordeaux, je sais pas si vous avez pu... C'est précisément pour ça qu'on a besoin d'une loi immigration, pour expulser les délinquants. Je crois que ce monsieur avait un casier judiciaire fourni. Et donc j'invite tous ceux qui font obstacle aujourd'hui à ce qu'on puisse examiner une loi immigration à lever leurs obstacles. Pour la double peine, pour les expulsions, eh bien on a besoin d'un texte. Je rappelle que l'agresseur est un Français né en France de parents français. On n'a absolument pas compris cette déclaration de Sacha Houlier. Du coup, Nawal El Hamouchi et Joseph Grosjean reposaient la question au président de la commission des lois. Bah oui, enfin, il a un casier judiciaire et il me semble que c'est une personne qui est étrangère. Il est né en France. Bah, ça n'empêche pas, si vous avez la double nationalité, il est expulsable. Voilà, donc Sacha Houlier, hein, dans la plus pure tradition d'Aurore Berger. Rappelez-vous, Aurore Berger, après l'attentat d'Annecy, qui avait dit bon, quand même, ils font chier à l'Assemblée de parler de la réforme des retraites alors qu'il y a eu un tel drame. Et Sacha Houlier, qui remet le couvert aujourd'hui et qui vous explique on a franchement besoin de la loi immigration, vous avez vu, pour quelqu'un qui est né en France. Donc,
si la récupération existe, j'ai l'impression qu'elle est quand même plutôt bien partagée. Donc voilà un petit peu au niveau des réactions politiques qu'on a eues. On continue. Et vous inquiétez pas, on va arriver à un élément central qui a été peu occulté. C'est pour ça que je vous donne tout ça. Bien évidemment, vous vous doutez que si je vous parle d'une deuxième affaire Lola médiatiquement, vous vous doutez bien comment on va finir cette vidéo. Donc on continue avec le pas de récupération, mais dans le monde médiatique. Et là, alors là, la palme d'or, hein, la palme d'or du monde médiatique nous vient de Libération, qui a fait, voilà, c'est véritable coup de génie. Libération qui, dans un premier temps, a fait un article dans la foulée de l'agression, et on a pu lire sur Libération, dans le chapeau, un vol à l'arraché, comme il s'en produit des dizaines chaque jour, mais celui-ci a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion et des raccourcis de la fachosphère. Donc, bien évidemment, ça n'est pas, bien sûr, de la récupération médiatique. Libération qui minimise, là on est même sur une négation du réel, un vol à l'arraché, voilà, comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France. Donc on est dans une dynamique de faits divers. Rappelez-vous, l'affaire Lola, le traitement au départ, c'était pareil. Le problème n'était pas tant le drame, le problème était la réaction au drame, et des réactions qui ne venaient pas du bon bord, donc de la fachosphère, la fameuse fachosphère. Mais Libération, jamais avare d'une lâcheté supplémentaire, est allé jusqu'à modifier le chapeau de l'article, parce que forcément ils se sont fait tomber dessus, quand même, faudrait pas croire que ce sont des guignols. Ils ont changé le chapeau. Ils ont dit une septuagénaire et sa petite fille ont été victimes lundi 19 juin d'une agression qui aurait été une tentative d'enlèvement de la fillette, présentant des troubles psychiatriques. La mise en cause est sortie de garde à vue et va être hospitalisée. Voilà. Et là, on arrive sur l'élément clé qui nous est offert par Libération, qui passe quand même du statut d'affreux médias mensongers, et qui minimisait le réel, à cet élément clé que finalement, on ne retrouve que peu, cette notion d'enlèvement de la fille. Vous avez vu la vidéo, alors bien évidemment, vidéo que je ne vais pas diffuser, vous vous en doutez, on va y revenir. Mais voilà, vous avez vu cette séquence, de toute façon, on a quelqu'un qui tente de forcer la porte d'une maison, la grand-mère et sa petite fille sortent dans la rue, il bouscule les deux personnes et tente d'emporter la petite fille avec lui, qui, fort heureusement, réussit à s'échapper. Alors, un événement qui ne fait pas la une, mais l'enquête est en cours, bien sûr, qu'on soit bien d'accord. L'enquête est en cours. Donc, et ça n'est pas moi, je ne suis pas inspecteur, je ne suis rien, je suis juste un commentateur de ça, un citoyen qui s'intéresse au bazar. Cet élément de la tentative d'enlèvement se double avec une autre actualité que j'ai peu retrouvée dans les médias. Alors, je vous invite évidemment à chercher par vous-même, regardez par vous-même pour valider ce que je vous dis ou pas, mais vous verrez. On a cet élément qui nous a été offert par France 3 Nouvelle-Aquitaine dans un premier temps, qui relate ce qui s'est passé. Article en date du 20 juin 2023 à 9h54. Donc on apprend, voilà, suspect transféré dans un hôpital psychiatrique. C'était effectivement l'agresseur était suivi sur le plan psychiatrique depuis un certain temps. Et on a un élément qui sort dans cet article. Si on fait le parallèle sur deux affaires qui n'ont rien à voir, bien évidemment, et encore que le traitement médiatique s'en rapproche, mais ce sera la conclusion de cette séquence, on a des éléments, rappelez-vous, le 0 et le 1 tracés sous le pied de la jeune Lola. On a BFM TV, le jour même, qui fait un article qui mentionne là, et cette information ne va quasiment plus revenir derrière dans les médias. Et là, on a une autre information qui est intéressante. On apprend, on peut le lire ici, donc c'est le témoignage d'un témoin, en l'occurrence, qui parle de l'agresseur. Ensuite, il est parti en courant, et moi, mon premier réflexe a été de lever le bras et de prendre les photos pour qu'on puisse les retrouver, poursuit-elle, avant d'expliquer qu'un homme à moto, également sur les lieux, a immédiatement pris la voiture en chasse. Elle assure que l'agresseur avait un complice. Ce n'est pas lui qui conduisait, il est monté côté passager. Une certaine Julie, voisine, témoin de l'agression, donc citée par cet article de France 3 qui donne d'autres informations sur l'agresseur, voilà, placé sous tutelle. Il indique être suivi au plan psychiatrique et en rupture de traitement. On a également un témoignage filmé qui a été diffusé par CNews. Je vous le mets et ça va dans le même sens. Et là, à ma fenêtre, j'ai entendu des hurlements d'une petite fille, donc je suis sortie automatiquement. Et après, je suis allée voir la grand-mère qui était blessée. Elle était ensanglantée, très très ensanglantée quand même. Donc j'ai attendu, après d'autres personnes sont venues aussi pour la secourir. On a attendu les pompiers et la police, auxquels j'ai pu donner les photos. Et le monsieur, du coup, est parti tout de suite parce que le chien de la petite fille a aboyé et en fait, il a eu peur et il a traversé en diagonale en fait la route jusqu'au feu où une voiture noire l'attendait. Il était conduit par d'autres personnes vu qu'il est monté à l'arrière.
C'est un regard qui fait peur de quelqu'un très malsain, je pense. Voilà, donc le même témoignage, c'est la même dame, on l'imagine, en tout cas, elle a le même prénom. Rue 89 également dans son article a évoqué cette notion de complicité du véhicule qui était présent et dans lequel serait monté euh, l'agresseur. Donc ça, c'est un élément qui est quand même très important. On nous parle d'un agresseur qui serait un SDF, quelqu'un sans le sou, qui commettrait une agression, et c'est là où le pire, c'est que Libération qui dit ça comme ça en disant au pire, c'est pas très grave. Le pire, c'est que oui, ces faits-là, malheureusement, se produisent en France, de manière courante ou pas, il faut regarder les statistiques du ministère de l'Intérieur, mais il est clair que quelqu'un qu'on présente comme un SDF, qui finalement a un complice, qui vient le chercher en voiture, enfin, en voiture, pourquoi? Si c'était juste pour voler un portefeuille ou un téléphone ou braquer la maison, j'en sais rien, enfin cambrioler la maison, quelqu'un qui l'attend en voiture, on voit clairement sur la vidéo qu'il y a une tentative d'enlèvement. Je reprends les faits, je reprends ce que dit Libération. Donc, je veux dire, c'est même pas moi qui le constate sur la vidéo. Libération parle de tentative d'enlèvement. Est-ce que l'enquête va pouvoir montrer qui sont ses complices? Qui sont, en tout cas, ce complice à minima qui conduisait la voiture? Alors, toutes ces questions-là sont présentes avec des éléments, il y a de fortes chances que ces éléments vont petit à petit ne plus sortir dans les articles ou pas, je ne l'espère pas, bien évidemment, mais soyez attentifs à ça, les futurs traitements médiatiques de ce qui s'est passé à Bordeaux. J'ai bien peur que cette notion de complicité, de voiture dans laquelle l'agresseur est monté et de tentative d'enlèvement petit à petit disparaisse. Et quelle est donc, c'est la grande conclusion à laquelle je voulais arriver avec vous, les amis. D'ailleurs, petite parenthèse, il faudra, enfin, c'est tout le problème avec ces drames-là, c'est qu'on a envie que ça passe, on a envie que les larmes sèchent et que la peur disparaisse. En revanche, je commence à franchement m'interroger sur le fait que ces drames disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Où en est-on de l'affaire d'Annecy? Ça mérite, je vais essayer de creuser dans les jours à venir parce qu'on n'a plus aucune nouvelle. Plus aucune nouvelle de ce qui s'était passé. Mais bon, parenthèse, c'est pas le sujet. Donc, on a quelque chose de suspect qu'on ne comprend pas. Si c'était juste pour un larcin, pour voler un portefeuille ou un collier ou autre, pourquoi la nécessité d'une complicité en voiture? Complicité en voiture en plus de quelqu'un qui est présenté comme un SDF. Quelque chose de très curieux. Alors pourquoi je vous parle de l'affaire Lola? Quel rapport avec l'affaire Lola? Alors déjà, attention, j'ai une protection. Et ça, c'est important. J'ai une protection, c'est que je ne suis pas le premier à faire la comparaison. On a un certain Raphaël Grabli, journaliste pour BFM Business et BFM TV, qui lui aussi en parle. Il a dit agression à Bordeaux, la famille des victimes se dit indignée par la récupération politique. La famille des victimes, je vous ai démontré que voilà. Elle dénonce la diffusion de la vidéo parfois sans floutage sur les réseaux sociaux, sans le moindre respect, ce qui rappelle en partie l'affaire Lola. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Non mais je tiens à préciser parce que maintenant, voilà, moi je suis ceinture noire de fact-checking et de menaces fact-checking. Rudy Reichstadt qui m'a à l'œil, vous avez vu, là je montre pas de blanche. C'est d'abord un journaliste de BFM TV. Donc, comme disent si bien Julien Pain et la tranche en biais, si les grands médias n'en ont pas parlé, c'est que sûrement ça n'est pas vrai. Donc là, on a un journaliste de BFM TV qui fait la comparaison avec l'affaire Lola, donc je peux y aller, j'ai le droit. Alors, bien sûr, et on l'a déjà dit, la comparaison, pour moi, ne tient que sur le traitement médiatique et politique, naturellement. Donc, si je compare les deux affaires, c'est pour cette capacité qu'ont certains médias à brandir des faux débats qui occupent l'antenne, mais ne vont pas au fond du sujet. Sur l'affaire Lola, c'était l'histoire d'OQTF, donc comment dire, celle qui a agressé, Daya B, qui a agressé Lola, était sous le coup qui a tué Lola, était sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire. Pour moi, c'était une diversion. Je sais que ça nous avait valu des débats assez riches sur Twitch. C'était une totale diversion, parce que le vrai sujet, c'était les menaces, c'était la menace sur une mineure, et les éléments incompréhensibles et inexpliqués de l'enquête, ce fameux 01, entre autres, expliqué tout à l'heure. Donc on a ça, on a des faux débats qui occupent l'antenne et qui surgissent très très vite. Là, par exemple, on l'a vu dans beaucoup d'articles, vous avez vu, il ne faut pas diffuser les images. Ces mêmes médias qui sont assez friands de diffuser les images quand il se passe un drame, regardez à Annecy combien de fois les images sont passées, là c'est interdit. En fait, on apprend qu'il y a une loi, nul n'est censé ignorer la loi, il y a une loi qui interdit la diffusion de ce genre d'images, dont acte, pourquoi pas, mais que les médias eux-mêmes s'y plient. Mais par contre,
Déjà là, il y a une question qui se pose. Les images que vous avez sûrement vues proviennent du visiophone de la maison. Qui les a fait fuiter? Parce que tu peux pas débouler comme ça en mettant ton câble sur la scène de l'agression. Il y a forcément les forces de l'ordre, on l'imagine, qui sont arrivés les premiers, qui ont pu récupérer les images. Donc qui a fait fuiter ces images déjà? Qu'on ne les partage pas, d'accord, mais qui est à l'origine de la fuite? C'est surtout ça. Qui est le premier à avoir partagé ces images? Et ça, j'ose imaginer que, euh, que la police est au courant, enfin, qu'elle peut être au courant. Donc on a déjà, là encore, des zones d'ombre, plus ou moins graves, hein, qu'on soit bien d'accord. On a ça. Ensuite, on a eu le problème de l'immigration, très vite. C'est vrai que forcément, et de manière très caricaturale, c'est là où autant je veux bien rejeter la notion de récupération politique, autant il faut reconnaître que les comportements de personnages politiques, c'est lamentable. Je veux dire, la droite et l'extrême droite qui déboulent en disant OK, le gars est noir, c'est sûrement l'immigration. En fait, il est français. Tu vois. Manque de bol pour eux, les Français. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement caricatural dans les réactions. Je ne parle pas de récupération politique, mais dans les réactions, c'est assez lamentable. Et certaines personnalités à gauche et certains médias à gauche comme Libération, qui eux déboulent en disant non, non, mais ça va, c'est un fait divers. Finalement, c'est pas si grave. Enfin, faut arrêter les conneries. Donc, on a ça. On a l'élément de la psychiatrie, parce que l'agresseur était suivi sur le plan psychiatrique, et limite le problème devient celui-là. En fait, la question de la psychiatrie en berne en France, euh, maintenant ça devient ça, presque voilà, la déresponsabilisation une fois de plus de l'agresseur. On a eu un témoignage intéressant, hein, c'était ce matin ou hier, de la psychanalyste Laura Lebar, ça dure 40 secondes, sur ce point-là, je vous le partage. On a très peu de structures médicales en France aujourd'hui. Les cellules de psychiatrie qu'il y avait dans les hôpitaux ont fermé de plus en plus avec le Covid, et depuis le Covid, elles ferment de plus en plus. Donc on n'a déjà pas beaucoup de centres. Mais en même temps, dans les pénitenciers, il y a de l'accès à la psychiatrie, à un psychiatre qui le voit. À un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur la cause de il y a un traitement psychiatrique. Il y a aussi des traits de personnalité. Et ce que je trouve un peu dommage en France, moi qui suis une culture américaine, c'est qu'on néglige un petit peu ce volet-là. Tous les schizophrènes ne sont pas des tueurs. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre en compte ça. Et effectivement, quand il y a récidive à ce point-là, alors ce n'est que mon point de vue qui n'engage que moi, je n'ai pas de vérité universelle, mais effectivement, il y a des patients pour qui on ne peut rien faire et où pour protéger la population, il vaut mieux l'enfermement. Voilà, donc on a cet avis effectivement que je trouve assez clair, auquel je souscris en n'étant pas du tout spécialiste de la question, qu'on se met d'accord. Donc là aussi, sur la question de la psychiatrie, on a une sorte de grille de lecture qui est appliquée pour dire non, non, mais le vrai problème est là. Sauf que Libération parle d'enlèvement. Pourquoi? Pourquoi l'enlèvement d'une jeune fille mineure de 7 ans? Au départ, parler de vol à l'arraché pour des valeurs, bah, écoute, à la limite, sur ce qui est dit, un SDF qui volerait un portefeuille, qui volerait un collier pour le revendre et avoir un petit peu d'argent, effectivement, on ne peut que le condamner, mais à la limite, on peut le comprendre. Pourquoi voulait-il enlever cette jeune fille de 7 ans? L'enlever, c'est Libération qui parle d'enlèvement. Donc, on a ces zones d'ombre-là, on a ces faux débats qui sont dans les médias, et vous allez voir qu'ils vont continuer encore quelques jours. Et finalement, la conclusion qu'on peut trouver à ça, bon, elle n'est pas, attention, hein, je ne me suis pas foulé le fion non plus pendant 6 semaines là-dessus, mais la conclusion, elle est évidente, c'est que on a des zones d'ombre extrêmement problématiques, clairement. Cet enlèvement qui est évoqué dans plusieurs médias pose vraiment problème, comme dans l'affaire Lola. On a des zones d'ombre qui ne seront peut-être jamais éclaircies. Et ce qu'on constate aujourd'hui, que ce soit sur la ligne politique ou même dans les médias, ce qu'on constate et ce qui est terrible, c'est que on a en vérité une caste médiatique et un petit peu politique, mais surtout médiatique, qui prend ces affaires, qui les enferme dans des coffres forts et qui vous explique que l'instrumentalisation, c'est pas bien. Et sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur ces drames-là, voire sur ces attentats comme à Annecy, on a un récit qui se met en place extrêmement rapidement, avec des outils rhétoriques comme la récupération politique, ce qui est une escroquerie, comme le complotisme, ce qui est une escroquerie. Et donc, on a juste des gens qui ne se plaignent pas de l'instrumentalisation, qui se plaignent des gens qui n'adhèrent pas à leur propre instrumentalisation. Et je vous mets la bande-annonce d'un documentaire qui était sorti, vous l'avez peut-être vu, c'était sur France 5 en mai 2023, qui parlait de l'affaire Lola. Donc on est d'accord, vous vous rappelez tous de la gravité de cette affaire. Et voilà la bande-annonce d'un documentaire qui prétendait parler de ce drame-là, d'une jeune fille de 12 ans qui a été massacrée. Et pour eux, le problème, le titre même du reportage, ça s'appelle « La fabrique du mensonge, affaire Lola, chronique d'une récupération ». Ce qui les choque, c'est ça, regardez la bande-annonce. Et c'est en cela que, pour moi, l'affaire de Bordeaux est similaire à ce qu'il y a eu sur l'affaire Lola.
5 jours après la mort de la petite Lola, tuée à Paris, l'affaire vire donc à la polémique politique. Les parents ne voulaient aucune récupération. Quand la fachosphère manipule les réseaux sociaux, cessons cette immigration meurtrière. Nos enfants commencent à être tués. Une armée numérique impose une théorie conspirationniste. C'est pas un fait divers, c'est un francocide. L'utilisation du terme francocide, c'est qu'il ne correspond en rien avec la réalité. La fabrique du mensonge, Affaire Lola, chronique d'une récupération. Un documentaire suivi d'un débat, dimanche à 20h55. Voilà, donc voilà ce qui choque les médias, si vous voulez, aujourd'hui. Ce qui est complètement aberrant et ce qui en dit long sur leur rapport à ces événements-là. Donc, pour finir, après je prendrai les messages du chat, les amis, hein, dites ce que vous en pensez. Et pour finir, en bonus, on va dire, on a en plus ces personnes, comment dire, on le découvre pas vraiment, hein, soyons clairs, mais les personnalités politiques de tous bords font d'abord de la communication. On va être très clair, ce genre d'affaires, ils n'en ont rien à foutre. Mais vraiment, je le pense franchement. Leurs larmes sont proportionnelles au bénéfice électoral qu'ils peuvent en tirer. Sincèrement, je pense qu'ils n'ont pas les cartes en main, ils réagissent le plus vite possible pour être les premiers à occuper l'espace médiatique, mais au fond, ça va passer. Vous avez vu quelle suite sur l'affaire d'Annecy? Quel politicien reste mobilisé en disant c'est impossible que cela se repasse sur notre territoire, on a porté atteinte à des enfants en bas âge? Quel politicien continue d'agir et de dire non, mais attendez, le sujet il est là, arrêtez de nous casser les couilles avec vos projets de loi? Personne. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose et ça me sidère, et c'est en cela que ces affaires pour moi sont extrêmement proches, et on voit que ça continue, ça continue.